Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 123e Rendez-vous des Futurs, la 123e fois que nous nous retrouvons ici au Cube en direct et puis ici chez vous, où que vous soyez. Ce soir, nous allons discuter, nous allons avoir le privilège de passer un grand moment avec Pascale Derme. Pascale Derme, en quelques mots, est réalisatrice et documentariste et journaliste avant tout et autrice. Elle fait plein de choses, c'est avant tout une citoyenne du monde, résolument engagée dans des combats qui n'ont pas toujours été dans les tendances sur Twitter. Elle fait ça depuis quand même plus de 25 ans. Maintenant, c'est dans les tendances sur Twitter et peut-être qu'il faut s'en féliciter. On va voir ça ensemble. Sa clé de lecture du monde tourne autour de l'écologie, globalement. C'est une clé qui lui permet d'explorer les facettes de notre humanité, des facettes que ce soit notre rapport avec la santé, avec l'alimentation, avec notre rapport avec la nature, bien sûr, mais notre rapport avec le vivre ensemble, notre rapport avec le genre, le politique. Bref, c'est une clé de lecture très, très vaste. Elle a signé 2 livres qui nous ont marqués récemment, Sœurs en écologie aux éditions de la Mer Salée et Natura, comment la nature nous soigne et nous rend plus heureux aux éditions des Liens qui libèrent. On va évidemment rentrer dans ce dernier ouvrage avec Nils Ezersmanov que vous connaissez bien. Ce soir, on va explorer des liens qui nous libéreraient d'ailleurs si on les écoutait un petit peu plus, si on était plus sensible à cela et si nous lisions plus, peut-être Pascale Derme aussi, des liens que la nature développe avec notre nature à nous, notre physique, notre esprit. En fait, c'est bien simple. Je vais vous expliquer les coulisses du comment s'est fait cette émission. Un jour, je reçois un message, Nils Ezersmanov, il m'envoie un message et il me dit « Je viens de lire un livre formidable, c'est extraordinaire, il faut vraiment que l'autrice vienne en plateau. » Bon, super. On se cale très très vite avec l'autrice, Pascale Derme, ici présente, et tout se passe super bien. Et effectivement, il avait clairement raison, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors installez-vous confortablement chez vous, où que vous soyez, encore une fois, dans le bus, au stade, je ne sais pas ce que vous foutez au stade, mais bref, où vous voulez. Vous êtes bien, tout va bien se passer. Vous n'oubliez pas le hashtag, évidemment, le hashtag RDVF. Vous n'oubliez pas non plus, vous en avez pris l'habitude, que toutes ces émissions sont à vivre et à revivre sur toutes les plateformes, que ce soit en vidéo, mais aussi en audio avec les plateformes de podcast. Et enfin bref, abonnez-vous, comme disent les jeunes, évidemment. Merci aux équipes de l'agence Triple C, de JD Carré, du Cube pour cette co-réalisation, comme nous le faisons au long cours depuis quasiment 10 ans. Et merci à Tristan, le nouveau régisseur du Cube, et bienvenue à bord, Tristan. Tu vas voir, c'est une émission palpitante et c'est un cycle d'émissions palpitantes. Ce soir, vous retrouverez la revue de presse, comme d'habitude, mais aussi deux nouveaux rendez-vous surprises. C'est 2020, ce sont les surprises 2020. Pascale Derme, bonsoir. Avec le micro, ce serait bien mieux. Rebonsoir. Pascale, j'ai une petite question rituelle pour permettre de faire très rapidement connaissance. Qu'est-ce que vous répondriez à un enfant de 9 ans s'il vous demande ce que vous faites dans la vie? C'est une question qu'on a piquée à André Braic, qui toute sa vie a essayé d'expliquer le système solaire, c'était son boulot, à un enfant de 7 ans et qui, à la fin de sa vie, n'y arrivait toujours pas. C'était quand même compliqué. J'essaye d'être fidèle à l'enfant que j'ai été moi-même et je raconte une autre histoire des arbres et de notre amour pour la nature. Vous avez un parcours assez panoramique. Alors je vais lister, là je vais faire du name dropping. Vous avez travaillé à l'IFEN, à la Fondation Nicolas Hulot, à la 5e France 3, Ushuaïa TV, à la Fondation Arthus Bertrand. Vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup réalisé de documentaires, de reportages. Donc vous avez multiplié les rencontres, bien sûr. Vous avez fait également un passage dans l'une des caravelles de nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables, qu'on salue et qu'on suit depuis leur début, en gros. Je me pose juste cette question, puisque vous avez fait un nombre incroyable de rencontres. Est-ce que vous avez eu des marqueurs de vie, les tipping points, comme dit Mathieu Baudin d'ailleurs à l'IFS, des moments vraiment tournants, virages? Oui, il y a eu des moments où je me suis jetée dans le vide. J'applique pas mal la pédagogie du saut dans le vide. C'est des moments où on part vers l'inconnu sans laisser d'adresse quasiment. Donc ça, c'est en partant à Sarajevo pour faire mon premier reportage sur l'impact de la guerre, sur la nature, sur l'environnement, les mines, les sols, les métaux lourds dans les arbres. Voilà, à Sarajevo qui venait juste de sortir des accords de Dayton en 96. Ça, c'était un tipping point. Le Nicaragua aussi, dans une réserve de Bossawas, où on donnait des GPS aux Indiens pour qu'ils délimitent leurs terres et marquent ainsi leur territoire et revendiquent des titres de propriété, donc sur le droit et la justice écologique.
Et puis les nouvelles utopies où je suis partie à la recherche de ceux qui voyaient le monde autrement pour faire le pas de côté sur la réappropriation du temps, la réappropriation du vivre ensemble et finalement la réappropriation du rapport avec la nature et le vivant. C'est ce qui m'a mené 10 ans après à Natura. Voilà, je pense que c'est des points qui sont importants. Bien sûr, des rencontres, j'en ai fait beaucoup et c'est ce qui guide ma vie. Il n'y a évidemment pas de plan préconçu. Nicolas Hulot en a été une à 25 ans. Yann Arthus Bertrand aussi, bien sûr. Et puis toutes ces rencontres de changemakers, d'innovateurs dans le giron de l'Institut des futurs souhaitables dont j'ai fait la Lab 2. Effectivement. Et puis toutes ces personnes qui vibrent. Ça vibre littéralement, les personnes qui sont alignés, qui sont en train d'inventer tous ces concepts de nouvelle économie, de nouveaux droits, de nouveaux rapports humains. Leur énergie vibre. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ça m'a marqué. Ça peut être des gens anonymes, voilà, mais beaucoup de rencontres comme ça. Finalement, vous êtes intéressé de très près à l'écologie par la nature des choses, par la nature des rencontres, ou alors c'était déterminé depuis beaucoup plus longtemps chez vous ? Alors l'écologie au sens politique, non, et toujours pas tellement d'ailleurs. L'écologie en tant que science, moi j'ai fait des sciences politiques, donc il n'y en avait pas tellement, il y avait un peu de développement durable à l'époque. Ça a été, j'y suis venue par l'Europe, à l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, qui était dans le giron du ministère de l'Environnement et de l'Agence européenne de Copenhague, qui centralisait toutes les statistiques sur l'Europe, je vous parle de 95. Et j'y suis ensuite arrivée avec Nicolas Hulot et je me suis formée en même temps que j'étais rédactrice en chef d'un magazine d'éducation à l'environnement, donc je me suis formée tout en formant mes lecteurs. Je me formais davantage moi que je n'informais mes lecteurs, je pense. Juste un mot sur Sœurs en écologie, ce ne sera peut-être pas le dernier, on va surtout parler de Natura, votre dernier livre, mais un petit mot sur Sœurs en écologie, pour moi c'est évidemment un manifeste. C'est une histoire de notre monde, finalement. Vous me dites si je me trompe, bien sûr. C'est une série de portraits de femmes marquantes qui ont marqué l'histoire, qui ont jalonné notre humanité, notre histoire. Et tout au long du livre, il y a des récits, il y a des transitions. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui se lit aussi comme un roman, le roman de notre patrimoine à nous. Le tout avec une dimension très sororité, évidemment. Mais alors, vous avez fait beaucoup de rencontres pour ça, beaucoup de rencontres avec des livres aussi, des livres qui vous ont permis de rentrer dans notre patrimoine des sœurs en écologie, de vos sœurs en écologie. Quelles sont les rencontres que vous auriez aimé faire, ou vous auriez aimé plutôt même raconter, celles que vous n'avez pas pu? Du coup, est-ce qu'il y aura un Sœurs en écologie 2 d'ailleurs? Oui, je ne sais pas s'il y aura un Sœurs en écologie 2. Les rencontres humaines que j'aurais aimé faire avec mes sœurs qui sont plus de ce monde-là. Oui, j'aurais bien aimé rencontrer Hildegard de Bingen. Celle que j'aurais vraiment bien aimé rencontrer, c'est Rosa Luxembourg, parce qu'elle a fait les premiers jardins de prison. J'adore ses lettres de prison où elle décrit en fait les mésanges charbonnières, la libération, les ciels, les jardins qu'elle a conçus dans les prisons. C'était vraiment parmi les premiers exemples. Elle a passé 10 ans de sa vie en prison parce qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec l'empereur. Elle était plutôt du côté de ceux qui voulaient une constitution, première constitution allemande, ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs avec d'autres marxistes révolutionnaires comme elle. Donc Rosa Luxembourg, j'aurais vraiment bien aimé la rencontrer. Hildegard de Bingen aussi, parce que c'était une des premières abbesses, femmes médecins du Moyen-Âge, qui avait lu Hippocrate, qui avait lu Gallienne. Voilà. Et puis sans doute quelques sorcières aussi. Ça m'aurait intéressé. Voilà. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Il est 19h40, c'est parfait, on est toujours dans les temps, c'est nickel. On va placer cette émission sous le signe de la revue de presse de Coralie et de Jérémy. Et on se retrouve juste après avec Niels. L'Australie brûle. Un article du site geo.fr du 10 janvier annonce déjà plus d'1 milliard d'animaux morts et plus de 100 000 km² brûlés, soit plus que la superficie du Portugal. L'article dénonce également une campagne de désinformation sans précédent visant à défendre l'idée que les feux ne sont pas provoqués par le réchauffement climatique. Car comble de l'ironie, certains accusent les écologistes d'en être responsables. Coucou Laurent Alexandre. Ce sont de très vieilles théories du complot qui reviennent après chaque gros incendie. C'est une tentative évidente de détourner le débat du changement climatique. S'exprimait le directeur du Centre pour la gestion environnementale du risque incendie à l'université de Wollongong, dont les propos sont repris sur les pages des décodeurs du monde.fr le 9 janvier. L'article explique, puisqu'il le faut, que le changement climatique est ici bien en cause. Baisse des précipitations, canicules, sécheresses, les saisons propices aux incendies ne cessent de s'allonger dans un pays qui a connu en 2019 son année la plus chaude depuis 1910.
Pendant ce temps, le site uzbek Erika a sélectionné le 7 janvier 52 signes aperçus en 2019 qui prouvent, selon la newsletter Planète, que notre monde est en pleine mutation. Nous ne résistons pas à l'envie de les partager avec vous. Numéro 6, les startups développant de la viande produite en laboratoire explosent. Numéro 16, la concentration de CO2 a atteint son plus haut niveau depuis l'apparition des premiers humains sur Terre. Numéro 25, l'Europe et le Mercosur ont conclu un des plus gros accords commerciaux de l'histoire qui concerne 780 millions de consommateurs. Numéro 27, alors que les réserves naturelles plongent, les startups qui fabriquent du poisson en laboratoire font surface. Numéro 40, comment transformer l'eau en or ? Avec moins de plastique, plus de bulles et plus d'arômes. On pourrait s'arrêter là sur le bilan de l'année 2019, mais un article de ouidemain.fr daté du 7 janvier nous rappelle les inondations qui se sont produites dans le sud de la France, une COP25 plus que décevante, l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, l'arrivée au pouvoir brésilien du climato-sceptique Jair Bolsonaro et les alarmes ignorées du GIEC. Alors comme l'écrit la journaliste, si l'on veut redresser la barre, L'année 2020 s'annonce décisive pour la lutte contre le réchauffement planétaire et la préservation de la biodiversité. croisons les doigts pour que le Forum sur la biodiversité mondiale de Davos, le Congrès mondial pour la nature, la COP15 pour la biodiversité, le Pacte vert européen, la COP26 ou encore la Convention citoyenne pour le climat se montrent à la hauteur des enjeux. Mais comme l'article le précise, l'élection présidentielle américaine va grandement influer dans le jeu politique international, ce qui n'est pas pour nous rassurer. Si après tout ça vous ne savez toujours pas ce qu'est l'éco-anxiété, nous vous invitons à lire l'appel lancé par Pascal Derme et Christophe Mandereau le 1er janvier sur le site libération.fr. Les bouleversements climatiques augmentent la mortalité liée aux températures extrêmes, aux pathologies respiratoires, favorisent l'émergence de pathologies tropicales et infectieuses et entraînent des souffrances psychiques liées aux catastrophes et aux conflits climatiques. Pas de santé humaine sans planète saine, l'urgence est là. Ainsi, les deux auteurs nous enjoignent à réinventer notre rapport à la nature et plus particulièrement demandent aux professionnels de santé de se mobiliser pour l'écologie. Une synthèse publiée à Harvard, compilant plus de 350 études sur 25 ans, montre que la présence et la fréquentation de la nature réduisent les risques de maladies respiratoires chroniques, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, renforcent l'immunité naturelle, lutte contre le stress, la dépression, les états anxieux, restaure la santé mentale et les symptômes d'hyperactivité des enfants. Bah voilà, c'est ça qu'il nous faut, on va faire de la sylvothérapie. Toi, t'as loupé la revue de presse de mars 2019 sur la déforestation. Et de retour sur le plateau des Rendez-vous du Futur ici au Cube, toujours en direct. Pascal, je vous présente Nils Aziosmanov, président du Cube. Bonsoir. Bonsoir. Nils est le copilote de ce grand navire qui est le Rendez-vous du Futur depuis donc 10 ans, 123e émission commune. Nils, tu as lu Natura, tu m'as envoyé un message dès que tu l'as fini en août. Je sais que depuis, tu l'as relu, peut-être même plusieurs fois. Je vois le nombre de post-it sur le livre. Nils, je pense que tu as des choses à dire à Pascal. Je vais vous laisser, mais je reste là un petit peu. Oui, Éloi, le livre est absolument passionnant. J'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui nous entendent, à le lire, à se précipiter. Il est vraiment passionnant. Nous allons le parcourir ensemble, si vous voulez bien. Alors, on va l'effleurer parce qu'il est très dense. Les racines sont profondes. Mais une fois de plus, je pense que ça va donner matière à aller voir derrière et le lire. Vraiment, j'encourage tout le monde à le faire. Alors, ce livre démarre par un paradoxe assez frappant. Vous dites que la ville de tout temps a été un terreau de progrès social. C'est dans les grands centres urbains que sont nées les grandes avancées en faveur des libertés. Mais l'urbanisation, paradoxalement, c'est aussi ce qui nous a coupé progressivement de la nature et donc d'une partie de nous-mêmes. On va être bientôt 10 milliards sur Terre. Les mégapoles ne cessent de s'étendre de plus en plus. Elles sont le plus souvent en bord de mer, ce qui ne va pas être très bon avec le réchauffement climatique. La ville telle que nous la pratiquons depuis des siècles, est-elle prête, c'est ma question, est-elle prête à affronter le futur? Est-elle suffisamment autonome, résiliente, ou bien est-ce qu'il faut urgemment la repenser complètement? Alors, je pense qu'il faut anticiper les changements qui vont avoir lieu. On est suffisamment prévenu aujourd'hui. Comme vous le dites, on est face à un dilemme finalement, ou un paradoxe plutôt. C'est que la santé dans les villes, elle est favorisée par la proximité, avec les centres de santé de proximité, avec les services de santé, en tout cas dans de nombreux pays, là je parle des pays développés, dans de nombreux pays qui ont accès à des services de soins relativement performants et de plus en plus performants. Donc là, tout un tas d'indicateurs de santé sont au vert.
la santé des enfants, les conditions d'accouchement, les traitements de certains cancers, les pathologies. Donc, pour le moment, la santé humaine, en tout cas, même dans les villes, elle a l'air d'aller mieux. Elle a l'air d'aller mieux. Mais quand on prend en compte, si on ouvre un petit peu le regard, et on aimerait bien que les médecins le fassent aussi, sur les liens avec la pollution de l'air. Donc on sait que c'est des millions de morts par an, l'OMS l'a averti, des pathologies, des asthmes, des pathologies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, et au fond, toutes ces maladies dites de civilisation qui sont liées à la sédentarité, à la pollution de l'air, sans doute à l'eau. Je ne parle pas des explosions chimiques de temps en temps, type Lubrizol, etc. Eh bien, cette santé-là, elle se dégrade à vitesse grand V. Si on ajoute les risques effectivement inhérents à l'élévation du niveau des eaux, on arrive à une situation qui sera certainement très dangereuse et très problématique pour beaucoup d'êtres humains dans le monde. Et les villes développées ne seront pas épargnées par ces problèmes-là, au contraire. Les urbanistes ont du travail. Alors, on va suivre le fil du livre un petit peu. On reviendra donc sur ces thématiques que vous avez évoquées. Au XIXe siècle, il y a eu un phénomène de retour à la nature. Vous dites, à des fins thérapeutiques, on recherchait l'énergie vitale. Et puis, à partir des années 80, les scientifiques sont rentrés dans la danse. En quoi la science va-t-elle alors changer notre vision de la nature et le lien que nous entretenons avec elle ? Qu'est-ce qui va changer grâce à la science ? Aujourd'hui ou au XIXe siècle, au moment où c'est apparu ? On va dire à partir des années 80, où il a vraiment eu un virage significatif, quoi. Ah oui. Alors, elle peut nous apporter... d'abord, on dispose, grâce à certains scientifiques... Enfin, parler de la science, c'est un peu bizarre, finalement. En tout cas, les scientifiques que j'ai trouvés, qui sont engagés dans ces questions-là, enfin, c'est pas toute la science. Hein. C'est une science qui est en évolution, c'est une science qui est en questionnement. Elle dispose d'abord, pour répondre à votre question, d'outils nouveaux. Excusez-moi juste, oui. Est-ce que ça veut dire dans ce que vous disiez qu'il y a une forme de conservatisme dans certaines sciences ou j'ai mal compris Non, ça veut dire que les scientifiques, en tout cas ceux qui sont concernés par ces questions de santé environnementale, de médecins, de recherche entre la psychologie environnementale, c'est pas forcément la science qui répond au canon habituel de la physique, de la biologie, c'est de la psychologie environnementale, déjà c'est un petit peu nouveau. Elle s'approche du quantique par beaucoup d'aspects, de l'épigénétique par beaucoup d'aspects. Donc c'est une science qui est en pleine mutation, elle aussi. Dieu merci, finalement, elle mute avec nous. Celle-là, enfin ceux-là. Donc ils disposent, pour répondre à votre question, de nouveaux outils qui permettent déjà de mesurer ce que l'impact de la nature jusque dans le plus profond de nos cellules du corps humain, ce qui n'avait quand même jamais été fait, à part sous un plan symbolique et littéraire et poétique. Mais par des scientifiques, c'était plus difficile. Donc, par exemple, je pense à une étude d'un neuroscientifique allemand, Andrea Meyer-Lindenberg, qui est paru dans Science en 2015, qui montre avec des IRM fonctionnels que le fait d'évoluer dans un milieu urbain, privé, déconnecté de nature, hyperstimule en fait notre amygdale qui est le centre de la peur et de l'anxiété. Et il met en corrélation ce chiffre épouvantable qui est que les maladies mentales et les troubles anxieux augmentent de 20 à 30% dans les villes depuis les années 2000. C'est quand même pas rien, on est un peu tous fous autour de nous dans les villes. Donc voilà, ces types d'outils. Il y a aussi des outils qui sont des questionnaires, des outils de sciences sociales. Il y a tout un tas d'outils mobiles aussi qui sont intéressants pour pouvoir mesurer l'impact direct et cette fois positif de la nature sur le corps humain en temps réel. C'est plus des corrélations statistiques. Donc tout ce que les Japonais ont mis en place pour mesurer la spectroscopie infrarouge, pour mesurer la circulation du sang dans le cortex préfrontal, des mesures pour mesurer le pouls, la cortisol in situ, tout ça, ça contribue à établir vraiment les effets positifs de la nature. On ne disposait pas de ces outils il y a même 15 ans. 20 ans. Donc les effets positifs aujourd'hui sont démontrés, c'est ça qui sont change. En train d'être Avant démontrés. C'était empirique, mais aujourd'hui voilà. Ils sont démontrés, comme la méditation par exemple ou d'autres sujets. C'est ça, donc en fait pour répondre, il y a ces outils nouveaux, donc ça la science peut ça pour nous, c'est-à-dire de nous apporter, de nous confirmer des intuitions, mais en tout cas d'apporter des éléments pour objectiver cet état de nature, donc nous montrer que nous en dépendons, donc nous montrer les risques que nous aurions à nous en priver et l'impact fondamental même des questions de survie de notre espèce. Puisque nous ne pouvons pas respirer un air saturé en pollution, nous ne pouvons pas boire
éternellement une eau, ni donner à nos enfants une eau éternellement saturée en polluants chimiques. Nous ne pouvons pas planter ceux qui se mangent des légumes dans un sol bourré de métaux lourds qui va nous tuer. Enfin, nous pouvons le faire, mais pas longtemps. Oui, vous dites nous sommes programmés par la nature. Avec la psychologie environnementale, par exemple, on passe de comment la nature nous soigne à pourquoi elle nous soigne. Et vous dites que notre cerveau est en dialogue permanent donc avec la nature. Par exemple, vous citez ce phénomène des ondes alpha Oui. face à des paysages Oui. où on est contemplatif. Oui. Pour en dire deux mots, c'est intéressant. Oui, alors ça c'est des recherches coréennes qui ont lancé ces histoires-là. Ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, vous avez, Éloi aussi, je suppose, souvent, vous êtes assis en montagne, vous avez contemplé un spectacle avec une vue, un horizon, vous avez capté ces couleurs, vous avez senti, vous avez vu ce paysage et vous avez peut-être, ou pas, mais ressenti un état d'esprit plus positif, plus calme, plus confiant en vous, en l'avenir, plus euphorique et presque même de la joie et presque même un sentiment amoureux ou proche de l'amour ou en tout cas d'attachement ou d'appartenance. Si c'est le cas, c'est le sentiment océanique, c'est ça? Voilà, Ouais. alors si c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas, l'avez-vous déjà ressenti? C'est complètement le cas, et c'est donc ça Et alors, ondes si alpha c'est le cas, ça peut s'expliquer, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre, par effectivement la surstimulation, comme vous le disiez, d'une zone qui s'appelle l'insula, et que les Nord-Coréens ont vu et ont démontré dans le cerveau, qui s'active aussi pendant les sentiments amoureux, pendant la joie, et qui s'active uniquement quand on est face et en immersion dans la nature. Pour ça, ils ont mis des protocoles de recherche assez au point qu'ils ont dupliqué d'ailleurs dans les années 2000, 2005, 2010, plusieurs fois, avec d'abord des systèmes de photos. Donc, ils comparaient l'activation du cerveau avec des photos de ville avec nature, des photos que de nature. Et ils se sont rendus compte, comme ça, un peu les circuits qui s'allumaient, parce qu'on ne parle plus de réseau, c'est des zones qui s'allumaient, qui étaient entre le cortex singulaire antérieur et l'insula. Des zones qui, si elles sont stimulées, vous procurent, et même qui sont proches de la zone aussi d'émission de sérotonine, qui est une des hormones du bonheur. Donc, ça n'est vraiment pas une vue de l'esprit que l'on se sente heureux dans la nature. Il y a une production de sérotonine et pas dans une salle d'attente. Ça pourrait paraître évident, mais c'est mieux de le savoir. Moi, ça me plaît vachement parce que cette attention non dirigée, comme vous dites, nous rend plus créatifs. Alors ça, on est au Cube, dans un lieu de création numérique. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des paysages qui sont plus reposants, plus inspirants que d'autres? Le bleu, le vert, est-ce qu'il y a des choses qui sortent de ça? Alors, oui. Oui, le bleu, plusieurs études montrent que le bleu calme et le vert aussi. Mais l'intérêt, en fait, de mes recherches, c'est que ça n'est plus les couleurs. En fait, au-delà des couleurs, ils parlent, les scientifiques, d'expérience de nature. Donc, c'est une expérience globale. Ils ne dissocient plus, en fait, chacun de nos sens, quasiment. Ils en font une expérience d'immersion et ils essayent de considérer le rôle de la vue, le rôle du ressenti, un petit peu le toucher, mais pas assez, le rôle des odeurs et de l'aromathérapie, ça c'est les phytoncides, on y reviendra sans doute sur l'immunité naturelle, et ils nous considèrent en fait globalement, le cerveau, le corps, le ressenti, les sens, c'est ça aussi qui est intéressant. Et pour répondre plus précisément à votre question, il y a une étude de la Warwick Institute Business School qui a fait une étude sur les paysages en Angleterre. Mais alors c'est spécifique sans doute à l'Angleterre parce que toutes ces questions d'attachement à la nature sont spécifiquement culturelles, me semble-t-il, et liées aussi aux habitudes et à la fréquentation et à nos fréquentations en tant qu'enfants. Ça joue un grand rôle. Oui. Et de cette étude, il découlait que ça n'était pas ni le bleu ni le vert, mais c'était un patchwork. La diversité, en fait, quoi. Ils appelaient ça, ils ont sorti le mot pittoresque, les Anglais, mais c'est so British. Pittoresque, parce que c'est ça qui plaisait à le plus de gens. C'était pittoresque, c'est-à-dire il y avait un mélange de bleu, de vert, c'était stimulant, c'était varié, il y avait de la biodiversité. Mais les Anglais sont connus pour préférer, et ça c'est une application qui s'appelle Mappiness qui a exprimé ça, quelqu'un qui s'appelle George McCarron. Les Anglais préfèrent les côtes, les estuaires, la mer. Quand on pose la question aux Anglais de leur paysage où ils ont plus de restauration, c'est-à-dire ils retrouvent leur calme, ils retrouvent leur concentration, pour la majorité des Anglais, et ça a été testé à des millions de bips en temps réel avec une application qui s'appelle Mappiness, c'est
les côtes anglaises. Et pour répondre aussi à votre question tout à l'heure sur la créativité, parce que je n'y ai pas tout à fait répondu, et les ondes, effectivement, θ et alpha en l'occurrence, c'est les premières études dont on dispose en effet sur l'impact que la nature peut faire sur notre cerveau et l'état dans lequel il nous met. Et c'est des Kaplan, dans les années 80, qui sont un couple de scientifiques américains en Pennsylvanie qui ont utilisé cette expression de fascination douce, soft fascination, qui traduit en fait l'état d'onde alpha dans lequel le cerveau se met quand on contemple certains paysages, qui n'est pas un état de veille, qui n'est pas un état de sommeil, qui est un état de relaxation profonde, qui libère notre attention dirigée pour justement impliquer, stimuler notre attention non dirigée. Donc on ne dort pas. En gros, on ne dort pas. On est quand même dans une attention, mais non dirigée. L'esprit fonctionne par association d'idées, par analogie. Et c'est là où la créativité rentre en ligne de compte. C'est plus poétique, c'est une pensée latérale, je dirais. Mais ça, c'est mon interprétation, mais c'est une pensée, oui, latérale. Et en fait, par association, par couleur, on peut mélanger des sons, des odeurs, des couleurs, des mots. Et les tests de créativité, c'est-à-dire certains tests de créativité qui visent à on a des listes de mots, on doit faire des associations entre plusieurs mots et trouver la synthèse entre 2-3 mots. Ces tests-là, avant et après une marche dans la nature ou une session assise en contemplant un paysage, montrent que la créativité, c'est-à-dire la capacité à exprimer des synthèses, à trouver des analogies en fait, entre les mots, est plus sophistiquée et plus subtile après la nature. Donc on s'est défatigué finalement. Et on a pu corréler ça avec des études du cerveau d'artistes en train de créer, par exemple des musiciens en train de jouer ou des choses comme ça, ou pas? Alors, oui, je les ai lus. J'ai lu que oui, que la créativité était augmentée chez des artistes. Mais à vrai dire, je vais pousser ce thème-là sur le film que je lance actuellement, qui va être Aqua, qui va être sur le même principe, c'est-à-dire l'effet de l'eau douce et de l'eau de mer sur la santé physique, émotionnelle, etc. Tout à l'heure, on était en rendez-vous, donc on lance Aqua. Et là, on aura beaucoup plus d'informations sur la créativité parce que je vais en faire un chapitre important et on va aller notamment en Californie avec quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Blue Mind, l'esprit bleu, Wallace Nichols, et qui travaille beaucoup sur cette question de la créativité. Donc j'en saurai plus dans quelques mois. C'est Marguerite Duras qui disait qu'elle passait des longs moments face à l'océan contemplative parce que pour elle, c'était une porte vers le tout. Absolument, c'est une porte vers le tout. Moi, j'écris dans la nature. En fait, j'ai des livres qui me sortent en écologie, je le raconte. En fait, j'écris dans l'eau, j'écris dans la montagne, avec l'air, j'écris avec la nature. Ça transpire de moi, oui, quand je suis dans la nature. Je l'expérimente à chaque fois, cette interaction avec la nature. Et quand je ne peux pas le faire, l'écriture n'a pas du tout le même souffle. C'est plat. Alors justement, il y a tout un chapitre dans le livre sur comment notre cerveau perçoit la nature. On voit que l'inconscient donc joue un rôle qui est important dans cette perception. C'est à la fois la chimie du cerveau qui opère, mais c'est aussi l'influence de notre environnement. En fait, on découvre que la nature est un facteur clé de l'environnement, de l'épigénétique, pardon. Oui. Aujourd'hui, l'épigénétique, donc, oui, qui est une science assez récente. Et donc, on prend la nature, on prend vraiment en compte de plus en plus des facteurs environnementaux qu'on a pu avoir dans l'enfance, etc., sur finalement notre évolution génétique, quoi. Oui, alors exactement, on redonne toute sa place à l'environnement, à la nature dans cette évolution de l'épigénétique. Il y a une étude dont je pourrais vous parler qui montre ça, qui est un petit peu terrible finalement aussi, qui est en fait la première partie de l'étude du professeur neuroscientifique dont je parlais tout à l'heure, qui a analysé en fait l'impact de la nature versus de la ville sur l'amygdale. La deuxième partie de son enquête traite de ça, c'est qu'il a montré que les personnes qui sont nées dans un milieu rural, on voit leur amygdale stimulée moins rapidement et calmée plus vite que les personnes qui sont nées en ville et qui ont la même stimulation artificielle, ils testent ça artificiellement, de l'amygdale. Autrement dit, quand vous êtes né dans la nature, vous avez comme une provision de résilience, de calme, qui fait que vous vous énervez moins vite, vous stressez moins vite, l'amygdale s'active, s'excite moins vite et elle se calme plus vite. Quand vous êtes né en ville, cette amygdale, elle est plus à fleur de peau, c'est pas une très belle métaphore, mais l'amygdale, disons qu'elle s'excite plus vite, elle se calme moins vite quand vous êtes né en ville. Ce qui fait qu'il y a une responsabilité très importante pour les enfants
aussi. Et nos enfants, plus tôt on les met dans la nature et plus tôt on leur procure ces bienfaits, plus ils vont emmener ça après eux dans leur vie d'adulte. Et il y a une autre étude aussi allemande qui montre, qui montre, mais ce qu'on sait, c'est que, je vous le dis en 2 mots, c'est qu'il y a une période entre 8 et 12 ans où la fréquentation pour des enfants de la nature est déterminante sur leur attachement à la nature. Je ne parle pas de la compréhension, mais la stimulation de leur curiosité, de leur soif de savoir, donc de leur attachement, de leur envie, et de plus tard peut-être, on espère, de leur amour et de l'engagement. Mais en tout cas, ce premier rapport-là initial, entre 8 et 12 ans, c'est assez précis et très important. Et quand ça ne se passe pas, ça peut toujours être rattrapé. Mais le risque, c'est le risque d'amnésie générationnelle, dont Cynthia Fleury a dû vous parler, qui est un risque qu'effectivement, de génération en génération, ce rapport à la nature se perd et que les générations suivantes repartent de l'environnement dégradé qui sera leur référent quotidien. Et ça se dégradera de plus en plus. Mais alors justement, parce qu'on fait toujours ce parallèle entre la ville et la nature, et vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut remettre la nature dans la ville, mais au-delà des parcs et jardins, il faut la mettre dans les habitats, il faut la mettre dans les écoles, il faut les mettre dans les hôpitaux, il faut complètement réintégrer la nature dans notre cadre de vie, en fait, même à l'intérieur, quoi. Oui, absolument. Et j'aime pas tellement cette séparation entre ville et nature. Je l'ai faite beaucoup depuis une demi-heure, mais finalement, ça n'est pas tant la ville et la nature qui comptent ici, à part les natures, on pourra en parler, les expériences dans la nature dites sauvages, ou en tout cas vraiment naturelles. Les études dont on parle, elles traitent de la nature urbaine, mais cette dissociation entre nature et ville, elle me plaît pas tellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les modes de vie et les maladies de civilisation qui nous affectent. Et ces modes de vie, ce mode de vie, on va dire urbain, de sédentarité, de malbouffe, de pollution, etc., l'urbain, le périurbain, finalement l'Europe est un tissu périurbain. Il y a très peu de zones, il en reste encore, mais très peu de zones où les gens ont des modes de vie radicalement différents à la ville et dans la ville et dans la nature. Ça n'est pas tant le fait de vivre dans la nature ou dans la ville, mais c'est des modes de vie qui sont... Voilà, on peut vivre à la campagne, prendre sa bagnole tout le temps, manger mal, ne rien connaître à la nature, donc ça n'est pas ça finalement. Et on peut vivre en ville, avoir un besoin de cette nature, se remettre à voir des arbres, se remettre à aller dans les parcs et jardins. Et les études prouvent que, en tout cas pour le stress, pas forcément pour l'immunité, mais pour le stress et tout ce qui est burn-out et infirmières et population, etc. Il n'y a pas de pilule verte, mais le fait de passer une demi-heure à 40 minutes dans un parc gère et permet de calmer tous les paramètres physiologiques. Donc c'est des paramètres c'est le système nerveux autonome. Donc en fait, c'est même indépendant de notre volonté. C'est ça qui est... En fait, le corps et la nature ont une liaison quasiment symbiotique, indépendamment de notre bon vouloir. Oui. Sauf que nous, on doit amener notre corps dans la nature ou faire l'effort d'y aller. Mais une fois que cette connexion physique est faite, les choses se passent presque par devers nous. C'est-à-dire le pouls, le cœur, le cerveau se calment, qu'on le veuille ou pas. Et il y a des études qui sont rigolotes qui montrent que les gens ne sont même pas forcément conscients en fait, des bénéfices que l'on en retire. Donc, ce n'est pas psychologique. C'est pas uniquement, disons. C'est pas uniquement psychologique, c'est physiologique. Et donc ça se fait dans un parc, voilà. Ça ne se fait pas dans une nature polluée et ça ne se fait pas dans une ville polluée. La qualité de l'air, évidemment, est importante pour bénéficier de ces Et alors la nature a un autre effet extrêmement bénéfique dont vous parlez, c'est qu'elle favorise le lien social, comme par exemple dans les jardins communautaires. Alors Séoul, que vous citez, je crois, qui est la ville la plus connectée au monde et qui a par ailleurs le taux de suicide le plus fort au monde, hein, le fameux pont des suicidés. Et ben ça a amené la mairie de Séoul à prendre des mesures très radicales pour développer tout un tas de jardins partagés au niveau étudiant et tout ça, pour recréer du lien social. On passe de la nature qui soigne à la nature qui favorise l'échange, la coopération, la production de soi, l'individuation. En fait, la nature nous rend plus capacitaires, c'est ça que vous dites. On passe à la production du nous dans la nature, du collectif. La Corée, le Japon, c'est des pays où les taux de suicide, les burn-out, le malaise des populations étaient extrêmement forts. Et c'est comme par hasard, mais on n'y croit pas aux hasards, donc c'est les pays qui ont développé le rapport à la forêt et la sylvothérapie. En Corée, ça s'enseigne. Il y a des cours de sylvothérapie et les Japonais sont les premiers à avoir étudié la question. Donc finalement, plus le péril croît,
plus ceux qui sauvent croient aussi. C'est comme un réflexe de survie, cette pharmacon, histoire oui. de forêt. Il y a plus grand est le péril, plus grand est ceux qui sauvent. C'est cette Oui, phrase. oui. Et c'est comme un réflexe de survie. Et voilà, donc pour les villes qui ramènent de la nature, dans les villes où il y a des jardins, vous citiez les jardins partagés, mais aussi les villes qui ont le plus de couvert végétal, ça peut être mesuré par des index géographiques et corrélé à des statistiques. La criminalité, l'agressivité, la violence réduisent dans ces villes, en tout cas la violence publique et collective. C'est le cas au Canada, c'est le cas en Corée, c'est le cas au Japon, c'est le cas dans d'autres villes. La criminalité réduit là où il y a plus d'arbres. Parce que aussi, les gens se connaissent mieux, parce qu'ils fréquentent ces parcs et jardins ensemble. Je ne dis pas que la criminalité est toujours entre voisins, mais en tout cas, il y a une corrélation statistique qui est forte. Et par ailleurs, le deuxième point, c'est que les gens se connaissent mieux, leurs réseaux sociaux augmentent, ils ont plus de relations humaines. Donc finalement, ça pacifie un petit peu et ça augmente le vivre ensemble. Donc c'est la création effectivement d'un nous plus collectif, avec un enjeu de santé inconscient ou conscient, pas encore très conscient, mais fort en tout cas. Et vous parlez également des écoles forestières. Vous dites qu'il est urgent d'amener les enfants dans ces écoles forestières. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots sur ce... Alors oui, les écoles forestières, c'est né en Europe du Nord, c'est une invention européenne et ils ont un recul de 20 ans d'études sur comment les enfants apprennent tout finalement dans la forêt. C'est des écoles où tout l'enseignement se fait sur la base du jeu et de l'interaction avec la nature et spécifiquement dans la forêt, tout ou partie des enseignements. Voilà, ils vont suivre des cours de maths, apprendre à compter les plantes, ils vont se réciter des textes, apprendre la littérature, faire de l'ethnobotanique. Au Canada, ils apprennent l'histoire du coup de leur pays, des peuples premiers. Et ils sont aussi seuls, donc ils sont sur évidemment de l'activité physique, beaucoup d'activités en groupe, des partages. Donc ils apprennent le collectif, le partage. Ils se renforcent physiquement leur corps. Les progrès sont spectaculaires en 6 mois. Les enfants, moi j'en ai filmé. En fait, ils tombent, on dirait du caoutchouc. Enfin, c'est pas une belle de l'EVA. Ils tombent, ils se relèvent, ils se font jamais mal, ils ont hyper confiance en eux et en eux au pluriel. Et les progrès sont très rapides. Et donc ça fait beaucoup de bien aux enfants. Maintenant, il y en a en Autriche. Alors en France, il n'y en avait pas quand j'ai commencé. Du coup, en France, Oui, en France, il n'y en avait pas quand j'ai commencé le tournage. Sinon, j'en aurais filmé une en France. C'est-à-dire le tournage, c'était donc maintenant il y a 3 ans. Et maintenant, il y en a 16. Wow. Donc c'est dire en fait cette espèce de besoin là aussi. On voit voilà ce réflexe de réappropriation qui est extrêmement rapide. 16 écoles forestières en France, ça n'arrête pas. Il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a en Suisse, il y en a en Autriche, les premiers, donc Danemark, Suède, Norvège, mais il y en a 16 en France. Alors là, pour le coup, on a été assez rapide pour rattraper notre retard, ce qui est très bien. Alors on sait que le numérique ne fait pas que du bien parce qu'il peut déconnecter la captologie, etc. Mais ça amène aussi des outils assez formidables qui nous permettent de découvrir autrement la nature, de la partager. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots sur la manière dont on peut aujourd'hui, grâce au numérique, découvrir les plantes, découvrir tout un tas de choses? Alors, c'est la nature virtuelle, ça couvre beaucoup de réalités, mais effectivement, on connaît ces applications où Oui. on plante nos téléphones face à une fleur ou même un chant d'oiseau ou une constellation l'été et on a les noms, on a les directions. Donc, ça remplace un peu le savoir des grands-parents. Moi, j'ai absolument rien contre ces technologies-là. Au contraire, je trouve que moi, personne m'a dit ça c'est cette plante, ça c'est cette plante. Enfin, il a fallu que j'aille trouver. Donc, si un outil numérique peut le faire, je trouve ça très bien. En revanche, si ça prend du temps à la place d'aller dans la vraie nature, je trouve ça dommage parce qu'il y a déjà beaucoup de tentations là-dessus pour les jeunes. Il y a des applications aussi dont je parlais tout à l'heure dans notre domaine de recherche que j'ai cité, qui s'appellent Mappiness, qui permettent aussi de mieux comprendre notre rapport avec la nature en temps réel. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que les gens, Mappiness consistait à demander aux gens dans quel environnement ils étaient. Ils pouvaient faire une photo. Et puis, ils disaient dans quel état d'esprit ils se trouvaient, heureux, pas heureux, etc., avec qui ils étaient, quelle activité ils faisaient. Et ça, voilà, ça permet vraiment d'avoir des données extrêmement précieuses
en temps réel sur la nature. Et il y a d'autres recherches qui utilisent comme ça des applications de nature. Et sur l'eau, donc il y aura, je vais aller filmer une séquence d'eau virtuelle, parce que la nature, la VR, la nature virtuelle, pour des scientifiques qui étudient notre rapport avec la nature, évidemment un chapitre très important. Et la réalité augmentée, ce que vous disiez juste avant. Alors, Éloi me fait signe qu'il va falloir... donc, j'ai encore 2 questions, ça ira? Ce serait idéalement la dernière. Oui. Mais, bon, on va essayer de... Alors, je vais essayer d'en faire une en 2. Enfin, 2 en Oui. 1, pardon. Je vais répondre vite. Une question sur... vous évoquez à un moment donné l'idée de repenser la hiérarchie des besoins en fonction de la fameuse pyramide de Maslow. La base de la pyramide, c'est la sécurité. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sécurité sans nature? Oui, un grand oui. D'accord. C'est rapide comme ça. Voilà, c'est bien. Éloi va être content. Oui, mais Sécurité. encore, j'aurais envie d'en savoir plus. Sécurité de nos conditions de vie. Pas seulement sécurité, Tout est lié. armement, guerre. Là, on est sur de la sécurité de base. Le sentiment de sécurité est extrêmement important. Dans l'habitat, ce qui compte le plus, c'est d'être en sécurité dans notre maison, dans le lieu où on habite. Si on ne se sent pas en sécurité sur notre planète, parce qu'on ne peut plus respirer un air potable, l'eau, c'est dégueu, nos enfants vont être malades, etc., on se sentira... c'est notre terre, monde, maison. La maison. La planète. maison. Terre, monde, maison. Mm. Il y a maison. Et donc, ce sentiment de sécurité, il est très important. Alors, il y a une magnifique phrase d'Élisée Reclus que vous citez, qui est « L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même ». C'est tellement beau. Jérémy Rifkin, qui était venu sur ce plateau, nous avait parlé de peut-être une nouvelle conscience qui était en train d'émerger aujourd'hui, qu'il appelle la conscience biosphérique. Êtes-vous optimiste sur la capacité de l'humain à accéder à cet élargissement des consciences? Moi, je reste optimiste. Oui. Je reste optimiste parce que c'est ce que je note autour de moi, mais c'est très fragile quand même. C'est que d'abord on a un besoin de nature, on a cette conscience de ce besoin qui grandit. On a essuyé beaucoup de catastrophes récemment, les incendies, les inondations. On sait que la nature, depuis Gaïa, a un cycle propre. On connaît les emballements et les risques. On est nombreux en tout cas à connaître. Je ne dis pas que tout le monde connaît. C'est la phrase de Margaret Mead, voilà, ne doutons pas qu'une petite minorité très engagée va pouvoir changer le monde. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, une minorité de personnes ont cette conscience, se connectent avec cette conscience planétaire. D'une manière ou d'une autre, je ne connais pas les explications, mais je sais qu'une minorité peut se connecter à cette conscience parce qu'elle a compris, parce qu'elle a deviné, parce qu'elle a aimé, je ne sais pas par où ça passe, peut-être par les 3, à se connecter à ce plus grand que nous nous trouvons dans la nature, à cette vibration, à cette énergie. Et on a aujourd'hui les réponses pour faire face. Donc... voilà, je crois que tout le monde n'a pas accès à cette conscience, mais c'est pas de l'élitisme, c'est le fruit d'une expérience que certains n'ont pas, mais c'est pas grave. Si certains partent avant, voilà, j'ai bon espoir que ça fonctionne avec eux. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et cette conscience peut être encouragée effectivement par des ouvrages, par des films, par des expos, par... Voilà, et par la connexion et les réseaux, la création d'une communauté planétaire. Les réseaux sociaux en cela sont précieux. Pour se connecter et pour agir. Il y a aussi l'autre revers qui est la lutte, mais en tout cas pour arriver à résoudre d'autres questions, tout ne passera pas par la conscience. Mais je pense que cette conscience-là, oui, elle est en émergence, en ébullition même. Nous avons une nouvelle séquence. Merci beaucoup. Mais c'est pas fini. Une nouvelle séquence. Amélie, entre un changement de couche, un bain ou une compote, nous suit. Et elle nous a envoyé quelque chose. C'est la moulinette d'Amélie. C'est une toute nouvelle séquence dans notre émission. En gros, Amélie a vu l'émission dans laquelle nous recevions Violaine Lucas, mais aussi le collectif des Engraineuses. Je vous regarde particulièrement parce que je sais que vous les connaissez bien. Vous étiez à leur premier festival en juin dernier. Amélie a vu l'émission. Elle l'a passée à sa moulinette. Elle nous le raconte. Et puis, on va réagir ensuite. En octobre dernier, nous recevions sur le plateau des Rendez-vous des Futurs Violaine Lucas. C'était un mardi pas tout à fait comme les autres. Nos messieurs loyaux habituels étant coincés loin du plateau pour cause de grève, c'est Coralie qui fut notre hôte pour cette soirée toute en féminité dont Nils a assuré la mixité. Pieds levés, spontanéité, c'était un plaisir partagé de voguer en sororité sur quelques thèmes de Violaine, la transmission, l'importance des lois,
le choix de nos combats et des bons mots pour les dire. Violaine Lucas est une amoureuse des mots. Elle les choisit avec une infinie précision, les laisse résonner jusqu'à leur dernière vibration, en sonde sans cesse le sens. Empêcheuse de tourner en rond, Violaine s'applique à poser chaque mot comme un rempart à la vacuité qu'impose souvent l'accélération du monde. Elle décrit son métier de professeur de lettres comme l'endroit où elle transmet l'écoute des mots et de leur sens. Car enfin, si les mots ont un sens bien précis, pourquoi ne les écoute-t-on pas ? Bien s'écouter soi-même, bien se connaître, c'est créer une nouvelle façon d'être au monde, dit-elle, en clin d'œil à Cynthia Fleury. Défendre les droits des femmes est un de ses combats, étendu à la scène politique où sa fonction de conseillère régionale et son implication dans la clause de l'européenne la plus favorisée, aux côtés de Gisèle Halimi entre autres, la conforte dans la conviction que c'est par l'inscription dans la loi des droits des femmes que les mentalités changeront. Quand on réalise que porter des sacs de ciment est plus valorisé aux yeux de la loi que de porter un enfant, on ne peut que constater le patriarcat ambiant dans lequel nous baignons encore. Il est impératif de recréer un imaginaire collectif incluant chacun. C'est le projet politique fort auquel œuvrent les écoféminismes. Face aux grands bouleversements à venir, nous avons des choix radicaux à faire, des valeurs à choisir et à incarner. Violaine Lucas défend la possibilité de s'élever contre quelque chose qui nous révolte, contre trop de misère ou d'injustice, pour se ressaisir de notre cœur à l'ouvrage, autrement dit de notre courage. Que ce soit pour harmoniser les droits des femmes en Europe, pour recréer un dialogue entre politique et association, pour veiller sans cesse au choix des mots, Violaine Lucas nous invite à redonner du pouvoir à nos propos, que nos mots nous engagent, nous mettent en mouvement, nous convoquent à l'action. Bref, si l'on pouvait faire ce que l'on dit, on avancerait. Cette émission est à revoir sans modération sur notre site www.rendez-vous-des-futurs.com. Merci Amélie et merci de rejoindre l'aventure des Rendez-vous des Futurs. Pascal, je vous voyais très concentré, vous étiez avancé et vous regardiez, vous scrutiez le petit écran dans lequel passait la moulinette d'Amélie. Vous avez un regard, j'imagine, bienveillant sur toute cette réémergence du mouvement écoféministe. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de réémergence ou finalement ça a toujours été un mouvement présent, un mouvement qui était là ? Alors ça dépend où. En France, c'est une émergence. En France, oui. Et encore, c'est une pré-émergence. Mais c'est une émergence. Aux États-Unis, en Allemagne, c'est beaucoup plus développé. Mais en France, c'est une émergence. Et oui, je regardais avec beaucoup d'intérêt parce que j'étais marraine de ce festival Après la pluie et que j'ai rencontré ces jeunes femmes, Solène Ducréto et Alice. Alice Géant, ouais. Alice Géant, qui voilà, pour préparer tout ça, et je suis ravie qu'elle s'empare de ce sujet qui est un sujet social mais aussi artistique très fort, qui manquait, je trouve, au paysage politique et qui peut apporter beaucoup en termes de valeurs et aussi de formes d'action à la politique, de formes plus artistiques, plus poétiques, avec des valeurs qui sont fortes et qui ne sont pas encore traitées par l'écologie ou pas assez. Mais voilà, il y a manifestement un intérêt intéressant, important là-dessus. Et il y aura, à n'en point douter, un deuxième épisode de ce festival en juin prochain. Et puis les Engraineuses... En septembre, ce sera en septembre, oui. Vous avez l'info avant moi. Oui. Et les Engraineuses animent toute l'année oui. également des rencontres, des débats, des expos autour de l'écoféminisme aussi. Absolument. Vous avez parlé juste du politique et bientôt les municipales. Alors je ne vais pas vous poser la question, et vous est-ce que vous vous engagez, machin ? Je fais évidemment référence à Violaine Lucas qui s'est engagée à un moment. Mais si vous étiez face à un candidat à une élection d'une grande ville, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez là en ce moment ? Je lui demanderais ce qu'il peut faire pour ramener de la nature dans les villes, donner toute sa place aux arbres, créer des forêts urbaines, faire un socle un petit peu pour améliorer l'accès aux espaces verts qui sont dans les villes, les connecter. Voilà, qu'est-ce qu'il compte faire pour revégétaliser les villes dans ces prochains mois, j'allais dire. Ça, c'est le thème clé. Pour moi, aujourd'hui, oui.
Parce que c'est de la santé, c'est du social, c'est des besoins alimentaires des personnes et que ça, que ça contribue aussi, par la fonction des arbres, à améliorer la qualité de l'air. Ça a beaucoup de vertus. Pascal, je vous présente Laura. Laura s'est immiscée sur le plateau, Oui, tout à fait. à côté de Niels. Laura, bienvenue aussi à bord. Laura, Merci. c'est une première chronique parmi nous, première séquence. Laura, je vois que vous avez des notes. Tu as des notes? Oui, Vas-y. j'ai plein de notes. On va essayer de faire court. te plaît. Bonsoir Pascal Derme. Merci d'être venu ici au Cube et merci de me laisser l'occasion de pouvoir faire ma première chronique. Voilà. Alors moi, ce soir, je vais vous présenter une femme qui s'appelle Nathalie Jeremijenko. En fait, il s'agit d'une artiste, ingénieure, éco-activiste dont la pratique se situe au croisement de l'art, de la technologie et de l'éco-environnement. Elle désigne elle-même son travail en fait comme un X-design, donc pour désigner un design expérimental, et elle se voit comme une thinker, qui est un mélange entre thinkmaker et thinker, donc faiseuse de choses et penseuse. Alors moi ce soir, je vais vous parler tout particulièrement d'un projet qu'elle a réalisé il y a quelques années et qui est toujours en cours, qui s'appelle la Environmental Health Clinic, qui se situe à la faculté de New York, qui est en fait un projet qui consiste à considérer la santé comme dépendante d'un environnement local externe plutôt que simplement de caractéristiques biologiques internes. C'est une clinique en fait qui a un déroulement à peu près similaire à des cliniques classiques. Donc on prend rendez-vous sur un site internet. Ensuite, on a un rendez-vous pour faire le point sur des problèmes environnementaux qui nous préoccupent largement, qui peuvent être aussi source d'éco-anxiété. Donc suite à ça, on établit ensuite un plan d'action. À la suite de ce plan d'action, pour essayer de résoudre ce problème, on ne part pas avec une prescription médicamenteuse, mais un plan qui incite à faire des actions. Donc ces actions, elles peuvent être de la collecte d'informations ou bien une intervention en milieu urbain pour améliorer la santé environnementale de soi et des individus qui nous entourent. Donc dans cette clinique-là, le référent en fait n'est pas un médecin, mais des acteurs de projets participatifs. Ça peut être aussi des designers, des initiatives gouvernementales locales ou encore des associations environnementales tout aussi locales. Donc en fait, toutes les organisations qui peuvent utiliser les actions et les données prescrites comme des formes légitimées de participation qui vont promouvoir, elles, un changement environnemental mais aussi social. Donc un peu à l'image d'une clinique traditionnelle, c'est une démarche qu'on est libre d'entamer, mais qu'on est aussi libre d'interrompre, puisque parfois, voilà, pour des raisons personnelles, d'engagement, on peut avoir envie d'arrêter ou d'évoluer sur d'autres choses pour y revenir après. C'est un peu plus dangereux de faire ça avec des médicaments. En tout cas, ici, c'est prescrit. Donc en fait, c'est une vision qui envisage la santé comme issue de phénomènes extérieurs, bon, aussi individuels évidemment, mais qui prône en fait l'environnement comme une des causes des maux de la population, où en fait l'individu n'est pas simplement seul à agir dans son environnement, mais qui par ses pratiques, notamment vis-à-vis du plan d'action qui va être établi par la clinique, va pouvoir agir sur son environnement et pour sa santé. C'est pas simplement une expérimentation. Parce qu'en fait, évidemment, les préoccupations environnementales, elles concernent tout le monde. Elle a notamment en fait, porté beaucoup d'attention sur une étude qui montrait que, par exemple, les pédiatres qui ont des formations pour traiter des maladies bactériennes, virales, surveiller la malnutrition et administrer les vaccins, passaient en fait une grande partie de leur temps de travail à traiter des maladies comme l'asthme, des troubles comportementaux dont l'autisme, une augmentation des cancers infantiles et notamment l'obésité. C'est valable pour les enfants plus particulièrement, mais aussi pour l'ensemble de la population. Or, en fait, toutes ces maladies, elles impliquent directement l'environnement, le contexte environnemental des gens, de l'endroit où ils se situent, ce qui, en fait, d'après Nathalie Jeremijenko, n'est pas suffisamment pris en compte encore, même aujourd'hui, dans le corps médical classique. C'est-à-dire que la médecine, notamment en Occident, va prescrire des soins de santé, mais on sait très bien qu'en grande partie des cas, les problèmes se situent aussi au niveau de l'environnement. C'est une artiste et chercheuse qui a aussi mis en place des tree office. En fait, c'est la construction de bureaux dans des arbres, qui sont des espèces de petites œuvres de design et d'architecture où les personnes peuvent travailler dans des milieux qui sont beaucoup moins anxiogènes qu'un simple open space, par exemple. Et aussi des installations comme des airbags, qui sont en fait des sacs d'engrais que la personne va cultiver
pour tout simplement améliorer la qualité de son air, mais aussi la qualité de l'air de l'environnement qui l'entoure, puisque ça se termine ensuite en espèce d'installation dans des lieux publics qui bénéficient à tout le monde. Donc ces projets, en fait, j'ai trouvé que c'était à la fois des sources d'innovation pour partager et agir avec les citoyens en faveur de l'environnement et du corps social. Merci Laura. Une réaction peut-être sur ce... C'est passionnant. J'aimerais bien voir les photos de ces réalisations. C'est une artiste de quelle nationalité? Alors, elle est américaine d'origine australienne. D'accord. Et alors, je vais joindre quelques photos, je sais pas si... Elles sont passées, si, elles ouais. sont passées. Peut-être pas mis suffisamment. Elles sont du coup. passées, je sais Mais pas. peut-être très vite. En fait, J'ai par pas dû rapport, regarder. par rapport aux prescriptions, il y a en fait en soi des milliers de photos, vu que ça concerne toutes les personnes qui vont aller dans cette fameuse clinique. Ça peut être prendre soin de son jardin, ça dépend aussi des problèmes. Il y en a qui vont être plus anxieux vis-à-vis de la qualité de l'air, vis-à-vis de la qualité de la forêt, de la ville. Donc c'est des actions qui sont très, très situées et qui, en général, influent à la fois sur la personne qui va les effectuer et qui parfois aussi, par exemple pour les tree office ou les airbags, vont se transformer en grands projets communs qui vont bénéficier à tout le monde. Alors, c'était exactement ce qu'a fait Lois Gibbs dans un centre qui s'appelle le Center for Health and Environmental Justice. Excusez mon anglais. Lois Gibbs, qui était à l'origine d'une affaire qu'on a appelée Love Canal et qui s'est battue contre un dépôt de produits chimiques à proximité d'une école où était son enfant, et qui a obtenu un acte environnemental fort des États-Unis pour... c'est souvent une double peine chez eux. Hein. Plus les quartiers sont défavorisés, plus on fout les cochonneries, les déchets toxiques, etc. Elle s'est luttée, elle a obtenu le retrait de ce dépôt, un acte environnemental fort pour éviter que ça ne se reproduise, et elle a créé un centre qui ressemble tout à fait à ce que vous dites, qui est ce centre où les personnes peuvent apprendre, d'une part, à lancer une pétition en cas de pollution environnementale, qui œuvre pour la justice environnementale, qui leur a appris à trouver le bon échelon administratif où se battre, qui leur apprend à décrypter, à faire un diagnostic de leur environnement, la pollution de l'eau, de l'air, parfois même à lire, parce que c'est des populations défavorisées, à créer des groupes de soutien, à faire du plaidoyer ensemble et ensuite à se battre contre des produits, contre des cas de pollution chimique et des cas de pollution de l'air et de l'eau. Donc c'est un petit peu à l'image de ce que vous dites. Et je trouve que c'est passionnant. À 3 minutes de la fin, Niels, c'est une opportunité rare. Là. Très très rare, c'est à saisir. Ou pas? Moi, je voudrais juste peut-être rebondir pour dire que sur la question artistique, pour dire que les artistes aujourd'hui de plus en plus utilisent les outils numériques et que ces outils numériques, vous l'avez dit tout à l'heure, permettent, avec la data notamment, avec la réalité augmentée, avec plein de technologies, la virtualisation, etc., d'accéder à de nouvelles représentations du monde, de nouvelles dimensions du monde, des dimensions cachées. C'est la phénoménologie, je suis arrivé à le dire. Et que c'est tout un univers qui est en train d'émerger, un univers artistique, et qui est pour beaucoup très en lien avec la question de la nature. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, est souvent perçu comme quelque chose de toxique qui nous éloigne du réel. Et en réalité, non, on se rend compte que le numérique devient une nouvelle dimension du réel. En fait, le numérique, c'est une dimension du réel, voilà, c'est-à-dire c'est pas déconnecté. Et aujourd'hui, les artistes sont très en pointe sur toutes ces recherches en termes de représentation, et que la question de la nature, de manière logique, parce que justement, quand on est face à un écran, quand on est face à l'automatisation, quand on est face aux algorithmes, etc., il y a un moment donné où le besoin du retour à l'humain, à soi et à la nature est très important. Donc moi, je suis hyper confiant sur cette vague artistique qui est en train d'arriver, quoi. Justement, juste pour rebondir sur Nathalie Jérémy-Jenko, dans les Tree Office qu'elle a installés, en fait, c'est justement des environnements de travail où il y a le Wi-Fi, il y a des ordinateurs, il y a tout ça. Simplement, en fait, elle s'est servie justement de tous les outils numériques, de l'ingénierie que ça peut permettre, tout ça, pour créer des structures en fait qui sont beaucoup plus adaptées à leur environnement et qui peuvent même parfois s'intégrer directement dedans quand on travaille dans un arbre. Un dernier mot, Je pense que c'est important de dire que en fait, cette reconnexion aux éléments naturels, qu'elle passe par les artistes, qu'elle passe par le numérique, qu'elle passe par la politique même. C'est une pollution aussi que de ne plus voir les arbres, l'eau et les fleurs autour de nous. C'est aussi une forme de pollution que de les oublier. Et donc voilà, je voudrais juste répéter qu'on n'aura pas de santé humaine sur une planète malsaine. Notre santé est liée à celle de la Terre.
C'est l'objet de cette tribune qu'on a fait publier dans l'IB avec des médecins. Et aujourd'hui, il faut travailler main dans la main entre les professionnels verts et blancs, bleus et blancs, pour que ces personnes se parlent et travaillent ensemble sur notre santé, non pas sur un plan égoïste, mais sur notre santé globale, holistique, du monde, de notre monde entier. Parce que la nature, elle est pas seulement, les causes sont pas extérieures. Quand on dit la nature, on a cette nature en nous. C'est l'homéostasie dont vous parliez. La nature intérieure, c'est notre nature intérieure aussi qui cause de l'équilibre, de l'homéostasie ou pas. Et cette nature intérieure aussi, si on avait des zooms, et j'espère que les artistes vont se pencher là-dessus, ils l'ont déjà fait d'ailleurs, il y avait déjà des films, mais qu'on voit les canopées qui sont dans nos poumons, qu'on voit les rivières de sang qui sont charriées dans notre corps, qu'on voit les alvéoles que nous avons dans nos poumons. Nous sommes un arbre par les formes, par les process aussi. Par le cœur aussi. Donc voilà, faire ces connexions entre nature intérieure et nature extérieure peut nous aussi avoir des chocs poétiques. Sans parler des bactéries et des bactéries qu'on héberge. Bien sûr. Ça doit être très beau aussi de près une bactérie. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, magnifique. Natura, comment la nature nous soigne et nous rend plus heureux, aux éditions des Liens qui libèrent, et Sœurs en écologie aux éditions de la Mer Salée. Procurez-les-vous si vous ne les avez pas lus, c'est une injonction. Prochain rendez-vous le 11 février avec Émile Servan-Schreiber. On va plonger dans les méandres du cerveau, les stimuli numériques également, l'intelligence artificielle. Et puis nous avons plein d'autres rendez-vous. Enfin bref, suivez-nous, suivez nos invités, suivez notre invité. Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu de cette nouvelle émission et à tout de suite sur les réseaux.